passer la parole à Léo, qui a lu tous vos messages et qui va me faire une synthèse de vos questions. Léo, y a-t-il des questions? Alors, il y a beaucoup de questions, Philippe. Une première qui est très récurrente, peut-être. Comment sont déterminées les différentes zones de la fever chart? Et des questions un peu annexes aussi, pour englober un peu tout. Comment calculez-vous la zone de vigilance dans une fever chart? C'est complètement empirique, c'est-à-dire que les gens peuvent choisir, ça ne se calcule pas, d'accord? Et vous verrez d'ailleurs que selon les utilisateurs, c'est pas exactement pareil, ok? Un de nos grands clients, là, celui dans le luxe, en fin de compte, le patron de tout ça, il est portugais et il a donc simplifié le truc, il a juste fait tirer un trait à travers le dessin, c'est vert pour la moitié du bas et rouge la moitié du haut. Ça s'inspire du drapeau portugais. Il n'aime pas le mot fever chart, donc c'est le drapeau portugais. Ne vous inquiétez pas trop de ça, c'est un point de détail. Ce que je vous ai montré là où le jaune commence, là où il commence, et qui a cette proportion que j'ai utilisée dans cette présentation, ce sont celles que nous préconisons chez Maris Consulting, et elles sont comme elles sont. Le rouge, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en haut à droite, c'est parce que il est très dangereux de ne pas terminer tous ces projets un peu en avance. C'est la fameuse analogie de ne pas rater son avion. Pour terminer ces projets à l'heure, il les terminer un peu en avance. Donc, on met en rouge le coin en haut à droite. En bas à gauche, au début, on a une petite zone qui est verte parce que c'est le démarrage. On peut avoir un petit retard au démarrage, etc. Donc, on a fait ça. Il y en a certains qui n'aiment pas la zone jaune et ont juste du vert et du rouge. La zone jaune, c'est censé être la zone dans laquelle on sait qu'on est en dérive et on prépare un plan d'action. La zone rouge, c'est là où on l'exécute. Voilà, c'est théoriquement ce qu'on a fait. Mais ne vous préoccupez pas trop de ça. Si vous avez un doute, je vous encourage vivement à utiliser les proportions qu'on vous montre dans nos présentations. Mais si vous faites ça à la main ou si vous faites ça avec des logiciels, ces zones sont configurables. C'est juste l'idée de base que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Le vert est censé représenter le bruit, les aléas normaux. C'est absolument normal, rien à faire. Laissez les gens travailler tranquillement, ils ont juste des problèmes comme d'habitude. Le jaune, faites attention, jetez un coup d'œil, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Et le rouge, c'est un niveau d'aléa exceptionnellement non prévu et nécessite une réaction. Voilà comment on fait les couleurs. Une autre question? Seconde question, Philippe. Alors, seconde question. Comment calculer le pourcentage d'avancement de la chaîne critique? Et une question aussi, je pose plusieurs questions en même temps. Ouais. La consommation du buffer est-elle une valeur cumulative? Alors, je commence par le plus simple, la deuxième. Est-ce que la consommation de buffer est cumulative? Réponse oui. C'est-à-dire que j'ai un buffer de 30 jours. Une ressource va consommer 2 jours au début. La ressource suivante va consommer 4 jours. Ensuite, ça fait 6 jours de consommation, etc., etc. C'est bien cumulatif. Un peu tout le monde va consommer ce buffer et on fait la somme de ces consommations de buffer pour identifier le point sur la fever chart. Ensuite, comment est-ce qu'on calcule l'avancement sur la chaîne critique? C'est juste les durées d'avancement à travers les différentes tâches que contiennent la chaîne critique. Je suppose qu'une des questions sous-jacentes, c'est qu'est-ce que ça a comme lien avec la valeur ajoutée, economic value, qu'on utilise parfois dans le management de projet. Et donc, c'est différent, ça ne prend pas ça en compte. Vous pouvez parfaitement garder les deux indicateurs de earned value et d'avancement chaîne critique. Certaines entreprises sont obligées de le faire parce que, notamment, ils peuvent avoir des facturations qui sont basées sur leur earned value, donc ils vont être déchirés entre gagner de la valeur facturable et poursuivre le projet pour sa bonne fin. Ça, c'est la vie, c'est pas ingérable. Faut juste s'assurer en fin de compte que les tentations du earned value ne remettent pas en cause la logique du déroulement chaîne critique, mais finalement c'est assez rarement le cas. Ça va peut-être vous inciter à démarrer des tâches non critiques plutôt que ce que vous aurez recommandé la chaîne critique. Mais c'est pas non plus la fin du monde.
Donc, je répète, l'avancement sur la chaîne critique, c'est les différentes tâches qui sont de cette chaîne critique et où j'en suis sur cette chaîne critique. Avec, effectivement, une subtilité importante, que moi je trouve assez fascinante. Imaginons que je suis sur une tâche de 10 jours, dans tout un réseau de tâches de 100 tâches. Voilà, je suis sur la chaîne critique, on a estimé une durée focalisée de 10 jours, je suis dessus. Vient la fin de semaine, je fais un rapport pour dire où j'en suis dans l'avancement de ma tâche. Imaginez que ça fait 7 jours que je travaille dessus. J'avais 10 jours, ça fait 10 jours que je suis dessus. On pourrait se dire que j'ai fait 7/10 de la tâche. Eh bien non, c'est pas idéalement comme ça qu'on fait dans le vrai monde de la chaîne critique. On demande à la personne d'estimer leur reste à faire. Oubliez vos promesses du passé. Vous êtes là, devant votre bureau, ça fait 7 jours que vous travaillez dessus. Combien de temps ça va vous prendre pour terminer? Ne sentez aucune pression, ça ne nous intéresse pas, on veut la vérité. Et il peut parfaitement dire, je crois que j'en ai encore pour 11 jours. C'est-à-dire qu'il a déjà passé 7, il va en prendre encore 11, ça fera 18 quand on avait prévu 10. C'est pas grave, mieux vaut savoir la vérité que de se revenir à des promesses du passé, des estimations qui étaient nécessairement fausses. D'accord? Les meilleurs en chaîne critique, ils demandent à leurs ressources de réestimer la durée de la tâche à chaque fois qu'ils commencent la tâche. Je suis là, il y a 3 mois, on a estimé que cette tâche allait prendre 17 jours. OK? Il y a longtemps. On n'avait pas encore tous les éléments. Voilà. Et tout d'un coup, elle arrive en complet conforme. J'ai tous les éléments pour faire ma tâche. Pour nous, idéalement, c'est à ce moment-là que la personne a le droit de réestimer en disant « Ah, ben finalement, c'est quand même beaucoup plus compliqué que prévu et je ne prévois pas 17 jours de travail, j'en prévois 30 parce que c'est pas ce qu'on avait dit. » Okay. Et il vaut mieux avoir cette honnêteté et permettre à la personne de s'exprimer ainsi que de s'énerver plus tard. Comme ça, tout de suite, on verra quel est l'impact sur le projet et on pourra réajuster, voir si on peut faire quelque chose pour changer cette donne. Ou à l'inverse, si vous travaillez vraiment bien dans la chaîne critique, vous allez avoir des bonnes nouvelles. La personne, la tâche arrive, elle se dit « Oh, ben c'est presque comme le projet qu'on a fait il y a 3 mois, là. Je vais pouvoir le faire très vite. Là, je reprends un peu du code de l'algorithme que j'ai fait pour la version bidule, et hop, et finalement j'apprends 2 jours au lieu de 10. Okay. Donc l'avancement sur une tâche, il vaut mieux éviter de prendre référence du passé et demander aux personnes le reste à faire. Il vous reste combien de temps? Et c'est cette donnée-là que vous mettez pour décider où ils sont au sein d'une tâche. Comment est piloté l'indicateur FeverChart et qui, dans le cadre du projet, l'alimente? Donc, il y a un recueil d'informations selon les projets, par exemple hebdomadaires, si on est en développement produit, si on est dans des projets à délai court comme l'entretien d'un avion, ça va peut-être être toutes les 8 heures. On fait le point sur les tâches qui ont été terminées, celles qui ne le sont pas. Pour celles qui sont en cours, on détermine le reste à faire comme je viens de le citer. Et cette information remonte et est ressaisie dans le système de gestion. Et ça permet donc, à partir de là, d'indiquer l'avancement du projet et la consommation du FeverChart. Donc, voilà, il faut déterminer effectivement la bonne fréquence de mise à jour du modèle. Très souvent, pour les développements produits, on est plutôt dans des mises à jour hebdomadaires. Pour des choses à délai plus court, comme le déménagement de l'usine que vous avez eu en 6 jours et demi, c'était une mise à jour toutes les 8 heures. Et il y avait une deuxième question dedans. Qui l'alimente? Ça peut être soit directement ceux qui font les tâches, hein, si c'est organisé comme ça. Sinon, c'est les déclarations par le chef du service ou je ne sais quoi qui va poser la question à ses collaborateurs. Alors Philippe, question suivante posée par un de nos clients en MRO. Cela fait 20 ans que l'on nous explique dans mon activité que le multitâche est un gain de productivité. Votre commentaire? Votre chef se trompe. Dans la formation dont on a parlé, on fait jouer en virtuel le jeu du multitâche. Et nous-mêmes, nous l'utilisons en pédagogie. Chacun d'entre nous peut l'utiliser, je ne sais pas, moi, plusieurs fois par semaine. On fait jouer le jeu du multitâche à nos interlocuteurs. Ce jeu du multitâche, c'est écrire les nombres pairs, écrire les lettres de l'alphabet, écrire les nombres impairs et écrire la chaîne critique. On le fait en mode monoprojet, vous faites les chiffres pairs à la queue leu,
2, 4, 6, 8, l'alphabet, ABCD, etc. Impair, 1, 3, 5, et la chiffre LA, CHA, etc. Voilà. Quand on le fait en monotâche, ça prend 1 minute. Et après, on leur demande de rejouer le même jeu, mais en passant en multitâche. C'est-à-dire que vous mettez le premier chiffre pair, vous mettez la première lettre de l'alphabet, etc. Donc, vous êtes un truc où vous avez 1, A, 3, L, 2, etc., etc. Et les gens deviennent fous et ils commencent à faire des erreurs. Ça leur prend 3 minutes, ils sont 3 fois plus lents, etc., etc. Donc, faites ce jeu-là, vous verrez, non, c'est complètement faux. En multitâche, non seulement on devient fou, on fait des erreurs surtout, mais on n'est pas plus productif. Donc, le multitâche, on ne s'en débarrassera jamais. Je ne sais pas ce qu'on prétend dans la chaîne critique, mais si on peut réduire l'ampleur de ce multitâche, eh ben, on va énormément gagner. Dans le cas que vous avez vu de cette entreprise dans le luxe où la personne en gestion de nomenclature était la contrainte de l'entreprise. Ça, et d'autres cas, celui de Siemens, etc. Très souvent, quand on va voir et on fait un vis-à-vis, c'est-à-dire qu'on chronomètre ce que les gens font. Et on trouve que, bizarrement, que ce soit en pharmacie, en mécanique, en je ne sais quoi, etc., les gens sont presque tous dans le même niveau de multitâche. Ils changent de tâche à peu près entre 50 et 70 fois par jour, c'est-à-dire qu'ils sont en moyenne, en durée de tâche, entre 5 et 7 minutes avant de passer à autre chose. Et pourtant, ils sont en train de faire des trucs compliqués. Okay. Ben, c'est pas une façon de travailler. Le setup time, c'est-à-dire le temps de permutation, quand je reviens à la tâche. Alors, ce produit-là, qui était ça, il avait un problème de tolérance sur la lèvre inférieure gauche du machin, etc. On prend 3 minutes pour se mettre dans le bain, et paf, on a à peine commencé à travailler qu'on passe à autre chose. Okay. Et ceci est absolument pareil quelle que soit l'activité. Je crois que la personne est en MRO. Non, si on organise bien le travail, si la personne est envoyée avec l'outillage qui va bien, les pièces qui vont bien, il va faire son intervention dans la séquence en respectant la bonne séquence de tâches, etc. Ça va aller beaucoup plus vite que ce multitâche. Je ne vois pas comment le multitâche pourrait être efficace. Le seul multitâche qui pourrait aller bien, c'est d'imaginer qu'un mécano, il ait 4 bras et 2 têtes, et dans ce cas-là, il pourrait s'occuper de 2 trucs à la fois, peut-être, mais on n'en est pas encore là. Donc, avec une tête et 2 mains, dites-moi qu'est-ce que ça peut être le multitâche efficace. Question suivante, Philippe. Bonjour, j'ai une question concernant la planification. Je suis toujours en difficulté pour évaluer le temps des tâches par rapport à la disponibilité de mes ressources. Ici, la méthode TOC, si j'ai bien compris, il faut évaluer à 100% puis diviser par 2 pour ensuite créer un buffer. Mais à quel moment on inclut la disponibilité de nos ressources qui va délier la tâche dans le temps? Il faudra peut-être me la reposer une deuxième fois, mais je veux juste faire une remarque parce qu'il y a une formule là de diviser par 2. Pourquoi pas? La remarque, c'est comment est-ce que je détermine la taille des buffers. Et là, il y a plusieurs différentes façons de les calculer qui sont utilisées. D'accord. Une d'entre elles qui m'arrive d'utiliser parfois, hein, c'est que je dis que ça va prendre un tiers du projet. Et donc voilà, s'il y a 6 mois de chaîne critique, je rajoute 3 mois de buffer. On n'a aucune donnée pour faire autrement. Idéalement, la bonne façon de faire ces calculs, c'est, je suis allé un peu vite dans la présentation, on va voir la personne qui a une durée de tâche à donner et on leur pose la question sur leur durée focalisée. Je l'ai expliqué dans les conditions idéales, etc. Bon. Vous faites ça. Mais vous en profitez pour leur demander une deuxième question sur la même tâche, qui est, et à ton avis, ce serait quoi ta durée pessimiste? Si tu as des problèmes, si tu n'y arrives pas du premier coup, etc., ça pourrait te prendre combien de temps? Donne-moi une durée pessimiste. Okay. Et on demande à toutes les personnes qui donnent des durées, donc 2 temps, non pas 1. Rappelez-vous, je l'ai dit au tout début, comment est-ce qu'on peut cerner une tâche qui a de l'incertitude avec un seul chiffre? Il faut une moyenne et un écart type. Donc vous pouvez faire ça, mais on ne va pas vous comprendre. Donc pour arriver à l'approximation de moyenne et écart type, on leur demande la moyenne, je vais focaliser, et pour cerner l'écart type, on leur demande et si ça se passe mal. Comme ça, ils pourront dire je pense que j'en ai pour 10 jours, mais si ça se passe mal, j'en ai pour 40 jours. Alors on voit que l'écart type est gigantesque. Ou il va dire j'en ai pour 10 jours, et si ça se passe mal, j'en ai pour 12 jours. Bon, là, on sait que c'est quand même, il y a plus de variabilité. Okay.
Et si on travaille comme ça permet de cerner la variabilité intrinsèque à chacune des tâches. Et à partir de là, avec une formule que normalement dans le PMI certifié peuvent tous faire, avec la racine carrée de tout ça, ils peuvent déterminer quelle est la taille du buffer mutualisé en fonction du niveau d'aléa. Pour ceux qui me suivent, c'est très proche de simulation de type Monte Carlo. Okay. Donc, voilà. Le temps des tâches, il faut surtout se référer de préférence à la personne qui sait, qui va la faire, qui sait exactement combien de temps elle va prendre. Il ne faut pas diviser par deux le temps. C'est pas comme ça qu'on préconise de faire. Il y a la durée des tâches qui sont cernées dans leur durée moyenne et dans leur variabilité, leur écart type. Et cette deuxième partie est utilisée pour définir la taille d'un buffer. Je répète, vous pouvez avoir sur des interventions, sur un avion qui n'est pas vieux, bien connu, etc., vous pouvez avoir des buffers qui sont seulement 12% du tout. Tandis qu'un développement pharmaceutique sur une nouvelle molécule, etc., vous allez peut-être avoir 50% de buffer dans le système à cause du niveau d'incertitude. Donc, voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Une autre question, Philippe. Quel est l'impact de cette approche, donc de la prochaine critique, sur le positionnement des jalons du projet? En effet, on ne saura prévoir la consommation réelle du buffer au moment attendu du jalon. C'est une bonne question. Normalement, réponse simpliste pour commencer, on a des jalons. On passe tel ou tel stade de son développement produit. En plus, on est, je sais pas, en train de développer un composant dans l'automobile pour un client. Il y a des jalons qui sont contractualisés, identifiés, etc. Cela existe, on n'y peut rien. Naturellement, la chaîne critique va rendre ces jalons flottants dans le temps, n'est-ce pas? Et si les choses se passent mal à un moment donné, il va dire attention, ce jalon, il s'est déplacé, il n'est plus cette semaine-là, il est passé la semaine suivante. Okay. Donc, voilà comment on pourrait, de manière simpliste, gérer les jalons. Ils peuvent continuer à exister, c'est juste qu'on les laisse flotter en fonction des réalités, des bonnes et des mauvaises nouvelles. On les laisse flotter dans le temps. Ça, c'est très bien quand on est en interne dans une entreprise, parce qu'on peut se permettre de faire ça. Si on ne peut pas, parce qu'on a un client, on est en train de développer un produit pour un client, on ne peut pas faire ça, n'est-ce pas? Difficilement. Et dans ce cas-là, on est obligé de cerner un jalon qui sera présenté à l'extérieur comme un jalon ferme, fixé dans le temps. Il y a un rendez-vous, je dois être prêt pour ce rendez-vous avec mon client. Le 15 juin, je dois lui montrer ceci ou cela. Et dans ce cas-là, on va en fin de compte faire le projet jusqu'à ce jalon et il sera bien fixé dans le temps. Il y aura une fever chart pour arriver à ça. Pour être un peu plus complexe, mais seulement certains pourront me suivre, on peut avoir en fin de compte un point de sortie pour ces différents jalons à l'extérieur pour un client. Je lui prépare la présentation du prototype, mais ce n'est qu'un point de sortie et pendant ce temps-là, je continue par exemple à développer le produit. Là, je rentre un peu dans des subtilités qui sont difficiles à expliquer correctement dans le cadre de 90 minutes. Excusez-moi. J'espère que ça répond à la question. Alors Philippe, quand vous dites agir si un projet est en zone rouge, orange, cela implique une révision de la planification, y compris le calcul des buffers? Non. Non. Normalement, la replanification devrait être quelque chose de relativement exceptionnel. Normalement, on garde le planning qu'on a imaginé au début et donc la taille du buffer qu'on utilise. C'est pas remis en cause comme ça sans réfléchir. Il faut qu'il y ait un changement, un bouleversement très très fort pour remettre en cause et replanifier un projet. Ça arrive en développement produit, ça peut arriver parce que on pensait que cette solution technologique allait fonctionner et finalement elle ne fonctionne pas. On est dans une impasse totale. Il faut peut-être pas tout recommencer, mais on peut recommencer largement le projet. Il ne ressemble plus du tout à ce qui avait été imaginé au départ. Et dans ce cas-là, oui, on va replanifier, on va mettre carte sur table et reprendre. Mais c'est plutôt rare.
Et quand on est dans le rouge, non, on fait des réallocations surtout de ressources, voire on aide les personnes, je sais pas, ils n'arrivent pas à obtenir une réponse de la part du client, ou ils ont un problème sur lequel on peut trouver une solution. Et c'est ces choses-là qu'on fait pour accélérer. Je rappelle que ce qui est très fort dans la chaîne critique, et je comprends que pour les gens qui m'écoutent, c'est qu'ils sont dans un portefeuille, un PMO normal où tout est en retard, vous n'allez pas comprendre. Mais regardez bien les différents graphiques après ce webinaire pour comprendre ce que j'ai dit. Normalement, vous pouvez faire en sorte que une grande partie, 80% peut-être de vos projets sont en train de se dérouler en avance. Okay, il y a plein de choses qui sont en avance. Quand vous faites ça, vous allez pouvoir aller voir les personnes qui sont en avance, leur dire excusez-moi, là, non pas en multitâche, mais pendant 2 semaines, s'il vous plaît, vous posez vos outils sur ce projet-là, vous le mettez dans au freezer, on n'y touche plus, et pendant 2 semaines, calmement, vous allez aider cet autre projet pour aller plus vite et le remettre, le faire sortir du rouge et qu'il retourne dans le vert. Car, pareil, en peu de temps, c'est difficile de tout expliquer, mais on peut parfaitement, dans une fever chart, descendre, n'est-ce pas? On peut aller plus vite que la moyenne. C'est normal. J'ai parlé surtout du fait que une fois sur 2, on allait prendre plus de temps que la moyenne, mais ça veut aussi dire qu'une fois sur 2, on peut aller plus vite que la moyenne, surtout si je rajoute du monde. Donc on peut vraiment descendre on est dans une fever chart. C'est pas parce qu'on est dans le rouge qu'on est mort. On peut voir, regardez les différents graphiques qui ont été présentés, on peut redescendre dans le vert, si on donne les moyens. Donc non, la replanification est quelque chose de vraiment exceptionnel. Normalement, on reste en mode exécution, sauf si vraiment la nature même du projet a été complètement bouleversée par on avait tenté un pari technologique, la technologie ne fonctionne pas, il faut repenser le projet. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous remercie tous pour votre précieux temps. J'espère que je vous ai convaincu. Je ne sais pas si on est capable d'afficher le fameux sondage. Moi, j'espérais pouvoir convaincre 80% d'entre vous qu'il fallait dès demain matin là, mettre en œuvre la chaîne critique. Et c'était une des questions posées. Léo, je ne sais pas si on les a sondées. Je vais partager le résultat. Là, ah oui. Allez-vous mettre en œuvre dès que possible? 96% que oui. Waouh. Ah alors, j'ai surperformé là. Très bien. Donc, vous êtes 350. Il y en a 340 d'entre vous là qui vont demain matin mettre en œuvre la chaîne critique. Amusez-vous bien. Vous verrez, c'est juste amusant. Hein. Personne n'a posé la question de pourquoi c'est difficile, comment convaincre mon chef, etc. Franchement, j'espère que vous avez vu pourquoi et comment à travers cette présentation. C'est amusant, ça réunit les gens puisque le buffer, c'est collectif, ça crée un esprit d'équipe qui est remarquable, ça donne des résultats hallucinants, ça crée une qualité de vie qui n'a rien à voir avec les discussions stupides. C'est un jeu intéressant dans lequel on met le doigt dans l'engrenage. Parce qu'une fois que vous avez commencé à avoir des discussions comme celle que je viens d'évoquer dans la journée, la discussion entre vous et votre chef sur combien de temps ça va te prendre pour faire ça, elle change. Hein, parce que là, vous allez tout de suite lui dire, ça dépend, chef, ça dépend si tu me laisses travailler dessus, ça dépend, qu'est-ce que tu veux dire, ça dépend si tu veux un engagement, est-ce que j'ai le droit de te dire que je vais essayer pour telle date, mais que si ça se passe mal, c'est telle date? Est-ce qu'on a le droit d'avoir une discussion comme ça? Vous verrez. C'est beaucoup mieux, j'ai essayé de le dire. C'est parce qu'avec la chaîne critique, on a une culture de l'incertitude qui est sans pareil avec le carcan de l'approche traditionnelle. Grosso modo, un des problèmes, c'est qu'on a essayé de gérer les projets comme on gère une usine de production avec très peu d'incertitude. Et donc, on a essayé d'imposer des trucs très structurés et ça ne marche pas, ça explose en vol. Tout le monde ment à tout le monde et on devient fou. Donc, amusez-vous bien dans votre journey chaîne critique. Je suis ravi de voir que il y en a 250 là qui commencent, 300 d'entre vous. Je vous souhaite de bien vous amuser, vous allez voir. C'est un changement de paradigme tout à fait intéressant. Je vous remercie beaucoup de votre temps. Bonne continuation. Merci. Au revoir.